Commencer l'année en chanson, La Cage aux Folles, Notre-Dame de Paris, La Haine, Cher Evan Hansen, La Petite Boutique des Horreurs, Les Demoiselles de Rochefort, j'en passe. Rarement on a vu autant de comédies musicales se jouer dans les théâtres parisiens que cet hiver. Le public marque un regain d'intérêt notable pour ce genre longtemps considéré comme mineur. Ce retour invite donc aussi à revenir sur l'histoire de la comédie musicale en France qui, bien avant son opéra rock ou les influences américaines du music hall, connaît une longue tradition de la dramaturgie musicale. Alors, qu'est-ce qui fait le succès des comédies musicales aujourd'hui en France? Comment expliquer la singularité du genre à la française? Un invité ce soir pour nous éclairer, Bernard Jeannot-Guérin. Bonsoir. Bonsoir Quentin Lafay. Vous êtes maître de conférences en langue et littérature française, enseignant en études culturelles à l'Université de Lorraine de Nancy. Vous avez fait paraître l'ouvrage intitulé La comédie musicale à la française, de l'opéra rock à l'opéra urbain. C'est aux presses universitaires de Provence. Et je signale la parution en février prochain de l'ouvrage intitulé Starmania ou la passion de l'opéra rock français. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. C'est la vie qui m'enlève tout espoir. On perd tous ses rêves, sa joie et sa jeunesse. Oh, oh, elles sont jolies ces petites assiettes. Qu'est-ce que ça représente? Oh, ce sont des jeunes gens, on dirait. Ah oui, ce sont des Grecs. Des Grecs? On les a peut-être mal rincés, Jacob. Choubidou, c'est un truc de fou, ça va mal tourner. Wake up, choubida, faut sortir de là, on va déguster. Yeah. Je pourrais sombrer dans un long silence, revoir encore les mêmes scènes mille fois, seul dans ma chambre face à ton absence. Mais dis-moi pourquoi. Extrait de 3 comédies musicales, Bernard Jeannot-Guérin. Dans l'ordre, La Cage aux Folles, La Petite Boutique des Horreurs, Cher Evan Hansen. Et selon les données du Centre national de la musique, la fréquentation de ces spectacles et comédies musicales enregistre une hausse de 22% en France en 2024, portée notamment par 1,3 million de spectateurs de Starmania. Comment est-ce que vous expliquez, vous, en tant que passionné, en tant qu'universitaire aussi, ce succès phénoménal ? Alors d'abord, il faut dire que la comédie musicale, c'est une réserve de l'imaginaire qui fait beaucoup de bien dans l'actualité qu'on traverse et pour laquelle en fait les spectateurs peuvent aussi se projeter dans des personnages finalement très humains, avec des problématiques qui sont extrêmement proches des nôtres. Chez Evan Hansen, par exemple, c'est sur toutes les problématiques adolescentes, les problématiques des réseaux sociaux. La Cage aux Folles, en fait, c'est un petit peu la Madeleine de Proust aussi, puisque on retrouve sur scène le spectacle de Jean Poiret dans lequel Michel Serrault s'est parfaitement illustré. C'est un spectacle que les Américains avaient repris en 1983 et qui revient en France. Donc il me semble que voilà, à la fois dans la projection que les spectateurs peuvent avoir dans le genre, à la fois avec la carte, avec le menu en fait qu'on nous offre aujourd'hui. Paris, on ne peut pas dire quelle concurrence Broadway, mais en tout cas, il y a quand même un florilège de spectacles qu'on va pouvoir trouver et qui nous donne, en quelque sorte, qui nous fait désirer ce spectacle-là. Ça nous donne l'embarras du choix. Je voulais revenir là-dessus justement. Pourquoi Paris parvient à concentrer tant de spectacles, évidemment, tant de spectateurs? Qu'est-ce qui se joue dans la capitale française autour des comédies musicales? Alors, il y a deux choses. D'abord, il était temps que Paris, en fait, se réapproprie ce genre, puisque la comédie musicale, même si c'est un genre qui est né aux États-Unis 1866, le premier spectacle, The Black Crook, c'est un genre en fait qui émerge quand même de la tradition musicale et dramatique française, puisque c'est un allègement de l'opérette, voire de l'opérette légère qu'on voit apparaître en fait au début du XXe siècle. Donc Paris se réapproprie un genre qu'elle a vu naître en quelque sorte, un genre qu'elle a développé avec le musical, avec la variété.
Et puis, il me semble aussi, alors dans ce que vous dites, Paris concentre effectivement beaucoup de choses. La province, en fait, n'est pas en reste, hein. Enfin, Mhm. les régions ne sont pas en reste, puisqu'on a quand même beaucoup de spectacles qui s'illustrent en région avant de monter à Paris, si je puis dire, et qui va permettre une sorte de consécration du genre, justement. Je pense à un spectacle comme Un été 44, dans lequel Barbara Pravi s'est illustrée, par exemple, qui a été créé en Normandie et qui est arrivé ensuite à Paris. Un spectacle comme Les Enfants du Soleil, qui a été créé en fait à Marseille et qui est arrivé à Paris, etc. etc. Donc Paris, en fait, est l'étape de la consécration du genre et en même temps se réapproprie une forme qu'elle a vue naître et qu'elle a plébiscitée. Est-ce que cette résurgence de la comédie musicale est un renouveau quand on observe, quand on relit les titres que j'ai donnés un peu plus tôt dans cette présentation, La Cage aux Folles, Notre-Dame de Paris, La Haine, Les Demoiselles de Rochefort, ce ne sont pas des titres très neufs, non? Ce ne sont pas des titres très neufs parce que une des spécificités du spectacle, en France en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'intermédialité, c'est-à-dire de travailler par exemple sur des supports cinématographiques. C'est ce que fait Kassovitz, hein, quand il passe Mhm. du film à la scène avec La Haine. C'est ce qui s'est passé avec Mozart l'Opéra Rock, puisque c'est une transposition bon an mal an du film de Milos Forman, hein, par exemple, ou le Dracula de Kamel Wally, qui est une transposition également. Donc ce ne sont pas des sujets neufs, mais ce sont des sujets en tout cas qui permettent d'assurer, je dirais, une lisibilité pour le public. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une grande tragédie du XVIIe siècle, si vous voulez. Quand on va voir Phèdre, on sait exactement comment ça va se terminer. Eh bien, quand on va voir La Haine, on sait ce qui se passe parce qu'on a vu le film. Donc on veut voir en fait la transposition scénique et puis la performance au-delà de l'écran en quelque sorte. Un défi, une question même pour vous. Comment est-ce que l'on définit la comédie musicale? C'est une chose complexe, hein. Alors, la question, vous me la posez par rapport au monde anglo-saxon ou au monde français? Parce Commençons que, par le monde anglo-saxon et ensuite nous alors, transposerons cela au monde en français. fait, pour le West End et Broadway, c'est très très simple. La comédie musicale, c'est une prolongation par le chant et par la danse de la voix parlée et du corps, en fait, mouvant, je dirais, traditionnellement, quoi. Ça, c'est très clair. C'est le théâtre qui C'est va moins compter. simple en France. C'est beaucoup moins simple en France parce que le genre est hétérogène en France. On parle d'opéra rock, on parle de conte musical pour enfants, on parle de fresque musicale, de tragédie musicale. En France, ce qui va compter à partir des années 70, c'est la place de la chanson. La chanson fait numéro et la chanson n'est pas un prolongement du corps et de la voix parlée. La chanson, en fait, existe pour elle-même en tant qu'objet autonome qui apparaît dans un album concept avant que le spectacle s'illustre sur scène. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. On sort l'album à partir du moment où le spectacle a un succès scénique. Donc ça change en termes de répartition des arts, si vous voulez, de la pluridisciplinarité. Est-ce que la difficulté en France quant à la définition de la comédie musicale ne tient pas également au mélange des genres? On a eu parfois du mal à distinguer la comédie musicale de l'opérette, par exemple. Complètement. Alors cette distinction, en fait, elle est surtout très ténue à partir des années 1950, où on a on a des restes de l'opérette, je dirais un petit peu classique. On a du Scotto, on a du Lopez, par exemple. On a des formes qu'on appelle opérette légère, Irma la Douce, 1956, Marguerite Monod, Alexandre Brefford au livret. Et quand arrive l'opéra rock, en fait, on se dit ah ça y est, la France crée de la comédie musicale. Mais là encore, si vous voulez, c'est des techniques qui sont complètement différentes de la question de l'opérette. L'opérette va avoir aussi une spécificité, c'est que l'opérette va travailler sur une vocalité en fait lyrique qui se rapproche de l'opéra. Dans l'opérette, on ne va pas avoir de chœur, etc. Il y a une dimension plus classique Et il y a également une dans dimension l'opérette. un petit peu plus classique avec des sujets. Oui, mais en fait, la comédie musicale va se servir aussi de sujets très classiques, hein. Quand Dovatia crée Molière, par exemple, ou Le Roi Soleil, en fait, ou quand on crée Le Fantôme de l'Opéra, en fait, on va revenir aussi sur des sujets un petit peu patrimoniaux, Mhm. je dirais. Mais c'est des questions de vocalité aussi, hein. L'opérette a une vocalité lyrique, des chœurs qui sont très très ramassés. On travaille beaucoup plus sur la polyphonie vocale, moins de danse, hein, dans l'opérette. La comédie musicale, elle, va travailler sur de la voix plutôt de variété, et puis se réapproprier plutôt des formes chorales que l'opéra en fait mettait en valeur, Je quoi. voudrais qu'on s'intéresse à deux dates, Bernard Mm. Jeannot-Guérin. La première, vous l'avez mentionné, 1866. On dit que c'est l'invention de la première comédie Mm. musicale, The Black Cook de Charles-Michel Barras. Ouais. Qu'est-ce qui permet à cette première comédie musicale de voir le jour, de surgir en tant que genre nouveau?
Aux États-Unis, en fait, qui est une nation neuve, en quelque sorte, on a besoin de se créer, en fait, un genre un petit peu identitaire, une forme, en fait, pluridisciplinaire identitaire. The Black Crook, en fait, quand c'est créé en 1866, il y a deux objectifs, en fait, dans la création de ce spectacle. Premier objectif, c'est de remplir, en fait, un théâtre qui était désœuvré, qui n'était plus vraiment fréquenté, et donc proposer à un public une forme nouvelle avec des numéros de variété tels qu'on pouvait les avoir en fait en Europe avec le musical. Le musical est inventé en 1840 en Angleterre. Donc voilà. Donc les États-Unis en fait offrent à leur public, si vous voulez, une forme pluridisciplinaire un petit peu nouvelle comme ça avec des numéros qui se succèdent, et puis aussi de s'inspirer d'une culture majeure, dirait-on, d'une culture beaucoup plus académique, celle qui est promue par l'Europe, puisque The Black Crook, en fait, c'est une transposition de Faust. Donc, on fait venir, en fait, un Faust qu'on modernise aux États-Unis avec des formes de variété, ce que les Américains aussi appelaient des minstrel shows ou des variety shows, en quelque sorte, des formes très, très, très populaires et qui en mettent plein les yeux, en fait. Seconde date, 1927, on est toujours aux États-Unis. Surgit là une autre comédie musicale, Showboat. Showboat qui montre que peut-être qu'on est capable d'allier un genre, la comédie musicale, avec de véritables enjeux de fond politiques et notamment la question du racisme. Exactement, qu'on va retrouver après dans des spectacles alors, qui vont plutôt paraître dans la deuxième moitié du XXe siècle avec Air, Jésus-Christ Superstar, etc. Les États-Unis, en fait, vont avoir cette capacité de travailler sur la modalité de la légèreté, parfois, des sujets extrêmement graves. Laurent Vallière a une très, très belle expression pour parler de ce genre de comédie musicale-là. Il parle des comédies musicales adultes, en quelque sorte. Donc, des sujets sérieux, en fait, qui sont traités avec parfois la légèreté jazzy des arrangements musicaux, quoi. Et ça, en fait, en France, on a du mal à le faire. On a du mal, en fait, à mêler ce sublime et ce grotesque-là, ce sérieux, cet académique et cette variété. Je donne juste une petite anecdote. Quand Michel Berger, en fait, va avoir l'ambition de créer son Starmania, il rencontre le frère de George Gershwin, Ira Gershwin. Et Ira Gershwin lui dit, ce que vous n'arrivez pas à faire en France, en fait, c'est d'associer, en fait, la légèreté de la musique, la soul, en quelque sorte, ou le jazz, à des sujets, justement, graves, sérieux, et à une plume qui peut parfois être un peu virulente, quoi. Berger s'en souviendra quand il s'alliera à Luc Plamondon. On y reviendra évidemment à Michel Berger, à Starmania, à d'autres œuvres. Mais avant cela, s'il fallait choisir une date française, une date à laquelle la comédie musicale naît dans notre pays, d'abord, quelle date serait celle-ci? Et ensuite, est-ce que la France importe un genre des États-Unis ou crée son propre modèle? Alors, si on avait une date à retenir, je dirais 1971. C'est la sortie de l'album W de Jean-Jacques Debout, qui va paraître au Châtelet ensuite dans un spectacle avec des jeunes. Voilà, c'est un spectacle de jeunes pour les jeunes qui parle du désœuvrement de la jeunesse, de la perspective d'avenir. Voilà, c'est l'arrivée de l'opéra rock en France. Et puis, et votre deuxième question, c'était... Est-ce qu'au fond, est-ce que la France importe le modèle américain, importe la comédie musicale telle qu'elle est pensée, inventée, construite aux États-Unis, ou bien les artistes français parviennent à créer leur propre genre et ses singularités? Les États-Unis, en fait, vont d'eux-mêmes transposer en fait leur spectacle sur le territoire français. Des gens comme Jacques Brel vont aller chercher aussi des formes américaines pour pouvoir, eux, s'illustrer en tant qu'artistes. Je pense à L'Homme de la Mancha, par exemple, qui est un spectacle du début des années 60. Jacques Brel va s'illustrer là-dedans. On a Air, Jésus-Christ Superstar, tout ça qui va arriver. Mais par contre, effectivement, les Français... Jean-Jacques Debout en tête, vont créer en fait un opéra rock à la française avec leurs préoccupations, leurs espoirs ou leurs désespoirs, je dirais, et puis leur savoir-faire rock à la française. Michel Berger, justement, il s'exprimait en 1979 sur Antenne 2 à propos de Starmania, évidemment. Vous savez, un compositeur a toujours envie de faire un spectacle musical, alors je crois que c'est dans le fond l'idée de tous les gens qui font de la musique. Mais moi j'ai toujours pensé qu'on pouvait faire des spectacles musicaux francophones, disons plutôt que français, parce que là c'est une collaboration avec un certain nombre de gens qui viennent du Québec. Je crois qu'en français on peut faire un grand spectacle musical pas à l'image des spectacles américains, différents, mais qui soit du même format, disons, c'est-à-dire un spectacle très visuel pour une grande salle. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se
cajole. On se comprend, se console. Beaucoup de choses dans ces 30 secondes de Michel Berger. D'abord, il ne parle pas de comédie musicale, il parle de spectacle musical et de spectacles musicaux francophones. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en France, en fait, on a du mal à accepter cette appellation comédie musicale qui est quand même réservée aux productions américaines. Quand un spectacle comme Rosemary, par exemple, arrive, c'est un spectacle qui est écrit en 1924 aux États-Unis, c'est un spectacle qui arrive en 27 en France. Je vous jure, quand on regarde les coupures de presse de l'époque, les journalistes, en fait, ne sont absolument pas d'accord sur le genre en fait à donner. Ils parlent d'opérette légère, ils parlent de comédie musicale. Bon, en fait, on va se dire que la comédie musicale, c'est américain. En France, en fait, quand on va créer le genre, on peut pas employer cette forme-là qui est trop désuète en quelque sorte. On a envie d'un sujet un petit peu plus sérieux. Il parle pas encore d'opéra rock. D'ailleurs, le premier vinyle de Starmania, c'est sous-titré quand même opéra. C'est l'opéra de Michel Berger et Luc Plamondon. Voilà. Il faut plutôt s'accorder, en fait, à cause de cette hétérogénéité de forme, en fait, à dire qu'on est dans du spectacle musical. Moi, je parle de concert dramatique, plus particulièrement, parce qu'encore une fois, la chanson est au cœur du process. Mais on ne parle pas à ce moment-là de comédie musicale parce que c'est singulièrement états-unien, vous venez de le dire, ou bien déjà parce qu'on considère que la comédie musicale est un art mineur, qu'il y a une forme de honte, on n'assume pas vraiment ce qu'on est en train de faire et de créer. Oui, vous avez raison. C'est à la fois en raison de cette origine états-unienne, et puis c'est parce que le côté désuet en fait de l'appellation comédie musicale renvoie à quelque chose de trop léger en fait pour la France. On se dit, on ne peut pas jouer dans la même cour qu'un opéra, donc on va essayer de créer justement, on va essayer de donner un nom et une forme. Michel Berger parle de spectacle pour des grandes salles aussi. On va essayer en fait de travailler en fait sur le gigantisme de ça. Et des pour grandes images, pouvoir- dit-il Et des également. grandes images, hein, exactement. Pour justement essayer à la fois de renouveler le genre et puis de montrer que malgré la jeunesse des créateurs, on connaît ces classiques et on essaye de construire quelque chose d'assez académique. Bon, et dans le même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un paradoxe avec toutes ces comédies musicales françaises des années 70 qui critiquent vertement le Complètement. capitalisme tout en étant en même temps elles-mêmes des productions capitalistes? Exactement, ce sont des spectacles justement qui sont d'autant plus adultes, qui sont cyniques. Starmania, en fait, fait le procès en fait de la culture médiatique, du star system, etc. Tout en promouvant sur scène un Daniel Balavoine, une Fabienne Thibault, et en utilisant des têtes d'affiche comme France Gall et puis Diane Dufresne. Donc c'est quand même en fait le genre qui s'autocritique et qui en fait justement un spectacle assez ovni. Starmania, ça reste quand même un spectacle très original de par sa portée et de par sa construction. Bon, et Jacques Demy, il faut en parler. Comment est-ce qu'on en parle justement? Est-ce qu'on en parle moins parce que c'est du cinéma plus que de la scène? Je rappelle que Les Demoiselles de Rochefort sort en 1967. Comment est-ce que vous l'inscrivez dans cette histoire française de la comédie musicale? Alors, Jacques Demy, en fait, il a une importance pour deux raisons. D'abord, parce que le terme comédie musicale, je corrige un tout petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, était utilisé pour le cinéma, pour la création cinématographique. Jacques Demy disait qu'il faisait de la comédie musicale. En fait, Il l'assumait. Il l'assumait complètement. Dans cette désuétude, dans son genre presque suranné, Jacques Demy disait que la légèreté qu'on lui reprochait ne devait pas être prise à la légère, en fait, hein. Donc lui, il assume en fait cette forme au cinéma. Puis la deuxième chose, c'est que Jacques Demy arrive dans un moment où la télé commence à rentrer dans les foyers, où le cinéma en fait se colorise et utilise la couleur vraiment comme une ressource dramatique. Et là, on a un pacte fictionnel absolument incroyable et génial en fait pour la comédie musicale, puisque la comédie musicale, c'est une forme dans laquelle on va s'exprimer par le chant, où on va bouger de manière chorégraphique, où on est donc dans une sorte de galvaudage de la réalité. Eh bien, utiliser le cinéma, la couleur, transformer la ville de Rochefort avec des façades colorées, etc. Le cinéma, en fait, va devenir l'écrin même pour accueillir ce type de spectacle-là. Je fais un bond dans l'histoire. Moi qui avais 11 ans exactement en l'an 2000, j'ai observé une autre résurgence, un nouvel âge d'or Ouais. des comédies musicales à la française. Mon premier CD de titre, c'était Le Temps des cathédrales. Ah oui. Comment est-ce qu'on explique là aussi ce renouveau du début des années 2000? C'est surprenant. Oui, alors,
Michel Avec Berger... des thèmes très patrimoniaux qui plus est. Oui, tout à fait. Michel Berger meurt en 92 et en fait, Berger et Plamondon avaient une sorte de... C'était les spectacles de Berger et Plamondon, en fait, c'était les spectacles blockbusters en fait, des années 80. C'est ce que j'appelle, moi, les spectacles d'auteurs, c'est-à-dire un auteur et un compositeur s'associent. Voilà. Et donc, c'est des spectacles qui occupent la scène. À la mort de Berger, en fait, à part la version de Starmania mise en scène par Lewis Furet qui va rester sur la scène parisienne et qui va tourner en région, on n'a pas de création en tant que telle. Plamondon en fait va s'associer avec Cauchiante en 98 pour sortir Notre-Dame de Paris. On va avoir une nouvelle forme de production de spectacle qui se met en place, une nouvelle forme de médiatisation. On est dans la période des boys bands aussi. On va créer en fait un cast à l'image en fait de la culture contemporaine. Et là, on a un renouveau des formes de spectacle. On rentre dans l'ère de ce que j'appelle les spectacles en fait de producteurs. Nathalie Dessay, elle s'exprimait chez nos confrères de France Musique le 19 avril dernier. My name is Rose. What's yours? Je considère que la comédie musicale, c'est le nouvel opéra d'aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression. Alors, c'est pas les mêmes enjeux. La fonction de l'opéra, c'est une fonction patrimoniale aussi, c'est une fonction un peu muséale, faire revivre des œuvres du passé, et des œuvres magnifiques, des chefs-d'œuvre du passé, donc ça on en a besoin. Mais c'est vrai que la comédie musicale, on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus contemporain, de plus actuel, il y a beaucoup plus de création aussi. I had a dream. C'est un nouvel apprentissage, c'est une nouvelle technique, et il faut presque oublier ce que j'ai fait pendant 40 ans pour apprendre autre chose. Some people can get a thrill, needing sweaters and sitting still. That's okay for some people who don't know they're alive. Some people can thrive and bloom, living life in their living room. Alors que vous inspire cette affirmation, Bernard Jeannot-Guérin, la comédie musicale, c'est le nouvel opéra d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la comédie musicale n'est plus un art mineur ? En tout cas, la comédie musicale utilise les mêmes ressources que l'opéra en son temps. Le vedettariat, ce qu'on appelait aussi le spectaculeux, c'est-à-dire le déploiement d'effets scéniques, de la musique, enfin voilà, le fait que la chanson prenne une place prépondérante, c'est pas tant pour les paroles, c'est prima la musica, en fait, comme on disait pour l'opéra. C'est les mêmes ressources qu'on utilise, avec des sujets beaucoup plus contemporains, avec une vocalité plus contemporaine, plus audible, avec des sujets plus accessibles, peut-être plus lisible aussi parce que les modes de production le permettent. Donc oui, je trouve que effectivement Nathalie Dessay a parfaitement raison quand elle parle d'opéra d'aujourd'hui, d'autant plus que la technicité en fait qui est demandée pour pratiquer une comédie musicale, elle s'acquiert aujourd'hui dans les conservatoires. On a une branche comédie musicale dans les conservatoires. On a des écoles depuis 2004-2005 qui naissent en région et à Paris. Je pense particulièrement à l'ICOM, je pense à l'ECM ou à Angers, d'où je suis originaire, l'ASTA par exemple, enfin voilà, qui sont des écoles qui travaillent aussi pour former des jeunes pouvant mêler toutes les disciplines. Donc il y a une technicité. Et puis, le fait qu'on soit aujourd'hui sur France Culture un 1er janvier pour parler de la comédie musicale, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard, ça veut dire aussi qu'on institutionnalise le genre. Donc, il y a même des membres de l'équipe de Questions du Soir qui veulent se former désormais à la comédie musicale, donc je l'ai appris cet après-midi. Vous écrivez, pour terminer, Bernard Jeannot-Guérin, depuis une dizaine d'années, il y a un renouveau complet de l'esthétique et de la poétique, c'est-à-dire de la construction de la comédie musicale. On observe deux phénomènes. Le premier, que l'on revient à une sorte d'épure du drame, c'est ce que vous venez d'expliquer. La deuxième chose est que l'on expérimente de nouvelles esthétiques. On l'a très bien vu avec la manière dont Thomas Joly a retraité Starmania. Fin de citation. Ces nouvelles esthétiques, alors en quoi consistent-elles et surtout comment sont-elles produites ? Alors d'abord, Thomas en est l'exemple même. Thomas Joly en est l'exemple même, c'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même du théâtre public qui va s'emparer en fait d'une œuvre populaire qui était traitée par le théâtre privé initialement. Donc voilà, ce mélange-là, lui, il arrive avec toute sa connaissance, je dirais, institutionnelle pour travailler en fait cette forme-là. On travaille de plus en plus sur l'intermédialité, c'est-à-dire on mélange les formes cinématographiques avec les formes scéniques. Donc ce qui fait
un spectacle hyper vivant, hyper réalisé en quelque sorte. C'est le décloisonnement des genres. Le décloisonnement des genres, exactement. Et puis, on a des sujets nouveaux aussi qui sont traités. Je pense particulièrement à une comédie musicale dite florale qui s'appelle Naturia, qui est une comédie musicale qui a tourné un petit peu partout en France et qui était en odorama avec des allégories sur un message éco-critique. Voilà. Donc, tout ça fait presque des objets musicaux non identifiés, des omnis, en fait, comme je les qualifie. Et puis, sur l'épure du genre aussi, il faut quand même signaler tout le travail qui est fait pour le spectacle pour enfants, sur le spectacle pour enfants. Des productions comme Compote de Prod, ce que font les frères Safa, par exemple, à Paris, sont des gens qui retravaillent, en fait, sur la tradition de la comédie musicale, l'artisanat presque du genre. La question piège pour terminer, pour entrer dans le genre de la comédie musicale, votre conseil parmi la multitude de productions qui existent en ce moment en France? Alors, actuellement en France, si on veut vraiment avoir quelque chose de très classique, faut bien sûr aller voir Les Demoiselles de Rochefort au Lido. Si on a envie de voir quelque chose lié au spectacle musical américain, faut aller voir Cher Evan Hansen. J'ai trouvé que ce spectacle était assez chouette. Et puis après, il faut bien sûr revenir voir Le Roi Soleil, puisque 20 ans après, Emmanuel Moir reprend son rôle. Ça, c'est aussi la preuve qu'avec des revivals, on assoit le genre et on le patrimonialise. Et le prochain défi, la prochaine fois que vous viendrez, on tentera de faire cette interview donc en chanson. Merci beaucoup Bernard Jeannot-Guérin, maître de conférence en langue et littérature française. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La comédie musicale à la française, de l'opéra rock à l'opéra urbain. Et au mois de février, on attend Starmania ou La passion de l'opéra rock français. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir. Merci également à celles et ceux qui ont fait penser cette émission. Bertie Bourdon, Rodi Eken, Inès Bouffartig, Sébastien, à la réalisation François Richer.